Okay, I think it's time. Je pense que c'est l'heure de commencer, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus au 15e congrès forestière. Nous sommes à la session 3 de la sous-thème 5 intitulée Suivi des forêts en action. C'est une thématique très intéressante. Je serai le modérateur et avant de commencer, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Park Ju-won. Je suis professeur à l'Université nationale de Gyeongbuk située à Daegu en Corée. Donc j'anime les cours et je fais des recherches sur la gestion durable des forêts et l'utilisation des SIG et des données de télédétection. Donc cette thématique que nous allons traiter aujourd'hui est très étroitement liée à ma thématique de recherche, puisque nous allons nous pencher sur les recherches sur le terrain. Et tous les participants d'aujourd'hui connaissent ce que c'est Inventaire forestier national, IFN. Cet inventaire est indispensable pour avoir un aperçu sur l'évolution des forêts dans différents pays. Et nous pouvons également identifier les causes de déforestation pour voir s'ils sont des pressions anthropiques ou pas. Et le système de surveillance plus étendu est en train d'être construit dans le cadre de REDD+, et pour répondre à leurs exigences. De plus en plus de pays sont en train d'installer ce genre de système de suivi. Idéalement, les données devront être utilisées pour formuler des politiques et d'améliorer le système de gestion pour les générations à venir. La FAO s'est activement engagée dans la collecte des données sur le terrain pour dresser les inventaires et il a épaulé de nombreux gouvernements. Et il y a quelques années, la FAO a publié les lignes directrices pour redresser les inventaires. Et ces lignes directrices ont été traduites en 6 langues officielles de l'ONU. Donc ce livre comprend des principes, des règles et les cas pratiques et les cas exemplaires pour bien établir le système de suivi des forêts. Aujourd'hui, vous allez avoir des discussions sur différents sujets pour voir s'il n'y a pas de nouvelles tendances à travers le cas de Bangladesh. Et nous passerons également un peu de temps à discuter des avantages et des activités de surveillance des forêts pour les communautés et les personnes dépendantes des forêts au Libéria. Nous entendrons également parler des enseignements tirés des initiatives soutenues par la FAO en incluant la collecte des données socio-économiques dans le cadre de son soutien au IFN. Nous espérons que cette session stimulera l'apprentissage et les discussions sur les inventaires forestiers de terrain, les technologies et les avantages pour les communautés dépendantes des forêts. Sans vous tarder, je vais inviter Dr. Christophe Klein qui nous présentera la session en mettant en évidence l'évolution et la voie future des inventaires forestiers nationaux. Dr. Klein est professeur d'inventaire forestier et de télédétection à l'université de Göttingen en Allemagne depuis 2002. Dans la recherche, l'enseignement et la consultation, il est spécialisé dans les inventaires forestiers nationaux. Il a été consultant à plusieurs reprises auprès de la FAO depuis 1988 et a été l'auteur principal des directives volontaires pour le suivi et l'évaluation des forêts nationales lancées en 2016
et a contribué au IFN dans divers pays d'Afrique latine, d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie. Voilà. Dr. Kelly, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci pour votre introduction. Et j'aimerais également remercier le gouvernement coréen et les organisateurs, y compris la FAO, pour l'organisation de ce congrès. Et vous avez aussi organisé une session importante sur les sujets de système de surveillance et les données forestières. J'en suis ravie de participer. Alors, je vais parler de ce que j'ai préparé. Ensuite, j'espère que j'aurai à avoir le temps de discuter avec vous. Alors, regardons les tendances. Nous avons de plus en plus de données qui sont qualitatives et quantitatives. Donc, en quelque sorte, nos systèmes de suivi des forêts ne cessent de s'améliorer. Et la reconnaissance d'importance mondiale des forêts augmente en termes de ressources et écosystèmes. Et il est très encourageant de savoir que nos données sur les forêts sont de plus en plus exhaustives. En 2015, 75% des forêts dans le monde entier ont fait l'objet d'une étude ou d'une détection. Donc, de plus en plus, avec le temps, nous avons accumulé des données et à travers les systèmes de la FAO, nous arrivons à les gérer pour les protéger, les forêts. Mais malheureusement, le couvert forestier mondial est en baisse. Comme on l'a déjà discuté lors d'une session d'hier, la zone terrestre est en baisse alors que nous avons de plus en plus de données sur les forêts. Et cette décroissance, cette baisse est notamment due à l'augmentation de la population et croissance économique ainsi que le changement climatique. Et ici, vous pouvez voir que la surface forestière est en diminution. Mais c'est très intéressant de voir que les données que nous disposons à l'égard des forêts est en augmentation, tandis que les zones forestières est en baisse. Et il en est de même pour le changement climatique. Nous avons plus d'informations sur le changement climatique, mais la situation ne cesse de s'aggraver. Il y a un grand écart et une grande divergence entre la réalité et notre capacité de recherche. Donc nous avons évidemment besoin d'une approche technique, mais il faut aussi s'intéresser à l'utilisation des données que nous allons recueillir à travers des différents systèmes de suivi. Dans les inventaires forestiers nationaux, il existe deux grandes dimensions. D'abord, on s'intéresse à la conception technique, qu'il s'agit de la télédétection et de l'optimisation et de l'intégration des sources de données. Donc, on essaye toujours de générer, de produire des bonnes données pour élaborer des inventaires forestiers nationaux, puisque on suppose implicitement que les meilleures formations conduisent aux meilleures décisions. Et la deuxième dimension liée au IFN est la prise de décision. Nous allons utiliser les données de l'inventaire pour prendre des décisions. Alors, quels sont les impacts concrets de ces données? Et notre responsabilité est de renforcer la transparence et la crédibilité des données pour qu'elles soient utilisées de manière adaptée à l'élaboration des formatiques. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus beaucoup de publications sur l'aspect technique, mais nous ne s'intéressons pas autant
à la manière dont ces données sont utilisées pour adopter des politiques liées à la gestion des forêts. Et ensuite, j'aimerais parler de la renaissance des IFN. Nous allons faire une comparaison avec la situation du Covid-19. Vous savez que nous connaissons aujourd'hui la 3e vague de la Covid-19. Et il en est de la même pour les IFN. Ils connaissent la 3e vague, notamment à l'égard de l'aspect financier. Parce qu'il est aujourd'hui possible de financer des projets et des actions contre le changement climatique. Et quand je parle de l'argent, je ne parle pas de sommes modestes, mais je parle des investissements et des financements importants. Et nous déployons également des efforts pour mener des formations. Et comme je viens de le dire, dans cette 3e vague des IFN, les capacités des pays sont renforcées ainsi que la coopération internationale. Entre 1960 et 1980, les IFN étaient des composants de projets de coopération technique bilatérale. Et il y a presque 100 ans, en 1919, la Norvège était le premier pays à recenser les ressources forestières pour avoir un aperçu général sur les ressources forestières dont elle dispose. Donc voilà, j'ai posé le cadre en vous expliquant un petit peu le contexte. Alors aujourd'hui, quelles sont les nouvelles tendances en ce qui concerne les inventaires de terrain? Tout d'abord, j'aimerais parler de mesures sur le terrain, parce que le fait d'aller sur le terrain et mesurer reste aussi une activité très importante. Et aujourd'hui, on a beaucoup parlé de l'importance des activités. Alors, et cela est nécessaire également pour augmenter la précision des télédétections. Je pense notamment aux appareils électroniques de mesure de distance et d'angle, et ainsi que le scan laser terrestre. Donc ce sont tous des outils prometteurs, mais il faudrait voir avec le temps s'ils sont vraiment utiles et si c'est sur le terrain. Je pense qu'il y a encore des choses à améliorer. Et il faudrait également des technologies pour identifier les espèces pour conserver la biodiversité. Et l'élaboration et le développement de la plateforme nous étions très utiles. Je pense notamment à Open Forest de la FAO et Collect Mobile. Il est important de créer de la base de données à partir des données recueillies et faire des suivis pour permettre des réactions en temps réel et rapides. Et nous allons passer à l'analyse. Donc hier, on en a déjà parlé du taux de nos réponses, parce qu'il y a des terrains qui sont encore inexplorés. Il y a également le problème de propagation d'erreurs. C'est un problème qui reste à résoudre parce que les erreurs doivent être prises en compte et doivent être corrigées pour augmenter la crédibilité des données. C'est vrai que sur le plan technique, il y a eu de nombreuses recherches et articles, mais concernant les conclusions et l'impact des données, nous n'avons pas encore beaucoup de données. Les IFN est un domaine dans lequel nous avons besoin de l'expertise parce qu'on parle de la télédétection et des SIG.
mais nous n'avons pas, donc il y a mesurage forestière, échantillonnage statistique, modélisation et les techniques, mais il n'y a pas d'experts qui arrivent à synthétiser et qui sont experts dans chaque domaine. Donc, puisque ces experts-là n'existent pas, il faudrait former des équipes composées des personnes spécialisées dans chaque domaine. Je voulais faire une présentation de 10 minutes. J'espère que j'ai respecté le temps. Voilà, merci encore pour votre attention. Donc, j'aimerais, avant de terminer, souligner l'importance d'avoir des experts dans les secteurs déontоmétriques, etc., pour former une bonne équipe. Lorsque je me suis rendue dans un musée à Bogota, j'ai vu cette phrase « La science n'a pas d'ennemis, mais les ignorants ». Et cette phrase reste marquée dans mon esprit. Merci pour votre présentation. Merci, professeur Klein, pour vos idées et veuillez l'applaudir pour ses idées éclairantes. Et ce sont des données et des explications nécessaires à notre discussion suivante. Nous passons maintenant à la première partie de cette session consacrée aux expériences d'inventaires forestiers nationaux. Tout d'abord, nous sommes très heureux d'avoir avec nous M. Jahir Iqbal pour nous parler de l'inventaire forestier national du Bangladesh. M. Iqbal est un forestier professionnel avec une formation en technologie géospatiale et en surveillance des forêts, travaillant au département des forêts du Bangladesh depuis 1993. Le premier inventaire forestier national et la soumission du niveau de référence des forêts et la soumission du Bangladesh FRA 2020 et la carte de la couverture terrestre 2015 ont été réalisés sous sa direction. Monsieur Iqbal va prendre la parole à son tour. Merci beaucoup pour votre présentation chaleureuse. Je suis très ravie d'être ici avec vous. Merci pour votre invitation. Je tiens particulièrement à remercier l'organisateur. Je vais maintenant présenter l'expérience du premier inventaire forestier du Bangladesh. L'inventaire forestier national du Bangladesh est composé de 3 éléments. Il y a des données récoltées sur terrain, des données biophysiques provenant des placettes d'échantillonnage. Ensuite, le deuxième pilier, c'est l'image satellite basée sur la carte de la couverture terrestre. Le troisième pilier est l'enquête socio-économique auprès des ménages. À travers ces 3 éléments, nous avons pu établir une estimation robuste de la situation des ressources arborées et forestières. Notre objectif est d'établir un système national de suivi des forêts à l'aide des images satellites et des données collectées sur place et également les données venues de la télédétection. Grâce à ces données, nous pourrions préparer nos rapports nationaux et internationaux. Enfin, nous pourrions valoriser et faire connaître les valeurs des ressources arborées et forestières en tant que service écosystémique. Cette image montre les localisations des placettes d'échantillonnage qui sont estimées à 1781, dispersées sur 96% du territoire. Nous avons commencé notre étude en 2011, en 2017,
Et l'étude sur place a débuté en mars 2013. Et ces données collectées ont abouti à un rapport établi, publié en avril 2020. Ce projet et ce rapport a été validé par les autorités publiques. Nous avons utilisé plusieurs outils innovants. D'abord, en termes de logiciels, nous avons utilisé Open Source Tool, c'est-à-dire R pour Analysis et la version 3 de LCCS. Nous avons également utilisé une nouvelle équation allométrique tenant compte des situations locales de Bangladesh. En termes de matériel, nous avons utilisé les données qui ne sont pas traitées. Pour recueillir ces données, nous avons utilisé Robuste Onglet. Ensuite, l'instrument de mesure de distance, comme le télémètre, a été employé. Nous avons également eu recours au GPS différentiel pour des coordonnées précises. Ensuite, les puces RFID. Grâce à ces technologies et les outils, nous avons pu bénéficier de quelques avantages. L'open source, c'est-à-dire une source ouverte, modifiée, tenant compte des situations locales, a été un grand avantage pour évaluer la situation. Nous avons pu collecter des données dématérialisées, puis les uploader directement vers le serveur. Grâce à l'échantillonnage de sol de toutes les classes de couverture terrestre, nous avons pu obtenir diverses données qui sont ensuite enregistrées aux archives du sol établi. Et plusieurs façons de déplacer le centre du tracé ont été déployées, comme le GPS différentiel, le RFID et tige métallique, point de référence, etc. « 29 équations ont été élaborées qui ont permis d'identifier plus précisément les essences et mesurer la quantité de la biomasse. La plupart de ces outils sont interopérables et cela a facilité largement l'évaluation des sols. Ces technologies permettent de couvrir la plupart du territoire qui sont ensuite utilisées dans d'autres pays. Afin de partager nos expériences, nous avons organisé des ateliers et en utilisant l'open source, nous avons été le premier pays qui a utilisé l'open source et la version 3 de LSSC, surtout dans l'Asie du Sud-Est. Nous avons utilisé une application iOS qui a permis d'identifier les essences. Ensuite, je vais parler des défis à relever pour rédiger un inventaire national forestier. Il y avait bien sûr des limites, comme le Bangladesh est une région subtropicale. Il y a des périodes de mousson où la précipitation est intense. Pendant cette période de mousson, l'étude sur place est très difficile. C'est pourquoi nous avons été obligés de mener notre étude sur place pendant la période sèche entre novembre et mars. Ensuite, dans les régions où les climats sont difficiles et les conditions locales ne permettent pas d'effectuer nos études sur place. Ensuite, comme la
densité de la population est très élevée dans le pays. 12 000 personnes habitent par 1 km². Et cette densité démographique crée plusieurs problèmes, comme les malentendus des habitants locaux qui croient que notre étude va aboutir finalement à l'expulsion des habitants autochtones. Sur les images, vous pouvez voir que nous avons accordé beaucoup d'importance à la communication avec les populations locales pour dire que notre but n'est pas de les expulser, mais de mener nos études sur terrain. Dans les régions côtières, il y a des écarts de vagues et de marées. Cela ne facilite pas les tâches. Dans certaines régions, il y a des conflits socio-économiques qui ont également rendu difficile notre tâche sur terrain. À l'intérieur des forêts, il y a beaucoup d'abattages qui ont eu lieu. Dans ce cas, les résultats de l'évaluation qui a eu lieu sur les placettes d'échantillonnage ne sont pas exacts. Donc, en regardant nos tiges métalliques, certains n'hésitent pas à les retirer. Dans des régions près de la mer, ces métaux se sont oxydés. Donc, pour la prochaine étape, il faut poursuivre notre inventaire forestier national. Pour cela, il faut des moyens financiers. Après notre étude lancée en 2015, l'étape suivante a été censée être menée, mais faute de moyens, l'étude a été suspendue. J'espère poursuivre cette étude cette année. Pour conclusion, nous avons réalisé le premier inventaire forestier national en collaboration avec des professeurs de différentes universités. Actuellement, nous sommes en collaboration avec différents professeurs pour rédiger les rapports nationaux et internationaux. Nous avons pu renforcer nos capacités tout en partageant nos expertises et notre savoir-faire avec les pays riverains. Pour le prochain inventaire forestier national qui sera lancé d'ici la fin d'année, je l'espère vraiment, et ce sera possible grâce au soutien de la Banque mondiale. Le prochain cycle pourra démarrer au courant du mois de décembre. Et le premier IFN a été subventionné par les États-Unis et également de la FAO. Et grâce à l'appui technique de la FAO et de l'Agence forestière américaine, nous pourrions poursuivre le deuxième cycle. Vous pouvez consulter nos différents rapports de Bangladesh sur ce lien. Un grand merci à M. Iqbal. Il est très intéressant d'entendre parler de l'expérience de l'IFN de Bangladesh et les développements nouveaux dans votre dernier IFN. Ensuite, nous allons passer à une autre expérience, celle au Bhoutan. Nous sommes heureux d'avoir M. Lobsang Dorji. Il est le directeur du département des forêts et des parcs du Bhoutan. Il a contribué de manière significative à la gestion forestière au Bhoutan, travaillant pendant plus de 3 décennies avec les forêts et les populations. Il a dirigé les 2 premiers inventaires forestiers nationaux du Bhoutan en 2015.
Vous avez la parole. Bonjour, je suis actuellement à Bhutan et je m'appelle Lobsang Dorji. Je suis responsable de la rédaction d'un inventaire forestier national de notre pays. À travers cette présentation, je voudrais partager notre expérience en évaluation sur le terrain. Tout d'abord, je vais présenter nos actions liées au suivi des forêts qui sont principalement basées sur le terrain. En termes de l'inventaire forestier national, il y a bien sûr des évaluations sur le terrain. De cette façon, nous pouvons assurer la santé et la productivité des forêts et la fourniture durable de services forestiers aux communautés. Ensuite, nous pouvons obtenir des données précises et exactes sur la superficie forestière et la variation des stocks de carbone. La troisième raison de cette étude sur le terrain est liée à la contribution efficace à faire respecter l'exigence constitutionnelle qui consiste à maintenir en permanence 60% de couverts forestiers. Et jusqu'à maintenant, il y avait 12 inventaires forestiers nationaux ont été effectués et le troisième a récemment commencé. Lors de l'évaluation, il y a des contraintes financières et physiques et les difficultés rencontrées sur le terrain. Parmi les défis physiques, beaucoup de difficultés sont liées au terrain montagneux difficile. Il y a beaucoup de pentes abruptes et la plupart des montagnes sont situées à haute altitude. Il y a des falaises rocheuses, glaciers où l'accessibilité est très mauvaise. Dans certaines régions, il n'y a même pas de voies et la végétation est extrêmement dense. Dans ce contexte, 72% correspond à la végétation dense. Un autre élément qui a compliqué nos tâches, c'est lié à la forte variabilité saisonnière. Il y avait beaucoup de précipitations qui ont gonflé les rivières, des neiges et des fortes pluies, etc. C'est ce que vous pouvez constater à travers ces images. Beaucoup de régions abritent ces fleuves et s'il y a des ponts, ces ponts sont situés tout près de la rivière. Pendant la saison de mousson, il est extrêmement périlleux de traverser ce genre de pont. À titre d'information, notre évaluation sur le terrain a été effectuée par les experts forestiers. Sur cette image, vous pouvez voir la difficulté liée aux rivières gonflées. Ensuite, comme beaucoup d'animaux comme sangliers et des éléphants et des animaux sauvages vivent dans ces régions, nous devons faire extrêmement attention à ces espèces vivantes. Et l'étude était très difficile dans certaines régions en conflit. Parmi les difficultés techniques, comme notre pays abrite une importante espèce flore et faune diversifiée, les connaissances sont limitées. Ensuite, pour analyser de façon technique, nous avons besoin d'importantes quantités de données et l'analyse statistique pour utiliser cet énorme volume de données collectées est insuffisante. Même si nous avons réussi à collecter les données nécessaires, le traitement demande également une importante main-d'œuvre. Grâce au soutien de la FAO, nous avons pu analyser et collecter les données à l'aide des plateformes ouvertes et accessibles à tous. Donc, plusieurs logiciels ont été utilisés pour traiter nos données collectées.
Grâce à ces moyens techniques, nous avons beaucoup avancé, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Après avoir fini l'étude sur le terrain en juin, nous allons commencer l'analyse des données collectées. L'important est de choisir des moyens d'analyse efficaces et pertinents. Il y a plusieurs outils d'évaluation qui sont parfois difficiles à maîtriser. Donc, je pense qu'on doit approfondir nos connaissances en la matière. Le troisième défi est lié aux difficultés financières. Les ressources de financement sont limitées. C'est pourquoi chaque projet est mené avec des contraintes liées au manque de financement. En 2015, lorsque le financement a été trouvé, nous avons pu mener un inventaire forestier national. Maintenant, il est temps de déterminer le début du troisième inventaire national. Donc, en plus, à cause de l'épidémie de COVID-19, le gouvernement a dû débloquer beaucoup de budgets imprévus, d'où la difficulté liée au financement de l'inventaire forestier national. J'aimerais maintenant partager avec vous les leçons qu'on a tirées de nos expériences. Il est très important de planifier en amont pour s'adapter à la saisonnalité. Donc, je voudrais souligner l'importance d'une bonne planification. Ensuite, l'utilisation de logiciels open source pour la collecte, le traitement et l'analyse des données. Nous avons suivi la formation dispensée par la FAO pour la collecte et le traitement des données. Le logiciel Calc, qui permet de traiter les données, a été compliqué à maîtriser. Donc, nous avons demandé des soutiens techniques et nous continuons de renforcer les compétences des experts. Il est nécessaire d'assurer un suivi ponctuel et continu des équipages et des équipements. La formation des équipes, des membres de nos équipes est indispensable. Pour l'analyse constante, nous avons besoin des ressources humaines et financières constantes. Donc, je viens d'expliquer nos difficultés et nos défis. Et nous avons besoin des équipements de qualité qui peuvent être appliqués sur le terrain. Maintenant, je voudrais parler de nos directives prochaines. Au lieu d'effectuer un inventaire forestier national régulier, nous avons fixé l'objectif d'atteindre entre 10 à 20% des parcelles par an. Et le Bhoutan espère intégrer l'IFN en tant que programme régulier et modéliser les données au sol et la télédétection pour les parcelles inaccessibles. Ensuite, nous souhaitons développer une base de données qui couvre différentes ressources naturelles et les espèces de faune et de flore et identifier les essences locales. Lors du 12e inventaire forestier national, j'ai pu constater les difficultés et nous avons collecté d'importantes quantités de données qui ne sont pas valorisées au maximum. Donc, d'où la nécessité de compléter les données de l'IFN à l'aide des données
du système national de référence cartographie. En partageant les données connexes, nous pouvons obtenir un meilleur résultat. Après la collecte de données, il faut les traiter. C'est pourquoi nous devons renforcer les capacités des experts pour l'interprétation et l'analyse, et surtout en lien avec le logiciel Calc que nos experts ont du mal à utiliser de façon optimale. C'est pourquoi nous nous sommes fixés l'objectif de renforcer les capacités de nos analysateurs et de nos experts. Grâce à cette session et ce congrès forestier mondial, je pourrais m'inspirer des exemples et des savoir-faire présentés par différents pays, et j'aimerais qu'il y aurait plus de soutien pour les pays comme le Bhoutan. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci beaucoup. Il était très intéressant d'entendre de l'expérience de Bhoutan et de nouveaux développements que vous avez soulignés, tels que l'utilisation d'applications logicielles open source. Et nous avons également utilisé des logiciels pour améliorer le système et l'inventaire forestier national. Nous passons maintenant à la deuxième partie de cette session qui s'intitule « Les données pour les populations vers les communautés et les personnes dépendantes des forêts ». Il examinera également les enseignements tirés de la collecte des données socio-économiques dans le cadre des initiatives IFIN. Le premier orateur sera Sarah David, qui parlera de la façon dont les données forestières ont profité aux communautés locales du Libéria. Sarah David est un praticien du développement et un expert en changement climatique, et il dirige l'unité de mise en œuvre de la REDD+ du Libéria en tant que coordinateur national de REDD+. Ça est également titulaire d'un diplôme en économie et d'un master en administration des affaires et de certification en changement climatique et REDD+. Alors maintenant, je passe la parole à vous. Merci beaucoup. Alors, je vous souhaite un bonjour de Libérie. Il est 9 h du matin, à 7h45. Libéria est un pays situé en Afrique, en côté ouest de l'Afrique. Nous avons la Guinée à droite. La superficie totale de Libéria est de 111 370 km², et nous avons une côte de 680 km. Je pense que j'ai entendu quelque chose. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que c'était un membre du panel qui parlait en même temps. Je vous entends très bien. Très bien. La longueur de la ligne littorale est de 680 km. Et le couvert forestier national est de 6,75 millions d'hectares. Et la population totale est de 4,5 millions. Excusez-moi, vous êtes trop près du micro. Est-ce que vous pouvez un petit peu vous éloigner? Je vous entendais mieux avant. Alors c'est très bien.
Alors notre population est entre 4,5 millions et 5 millions, dont la moitié réside dans la zone rurale, qui est très dépendant des forêts. Et c'est pour cela que nous avons des expériences riches en matière des forêts. Parce que certains sont des agriculteurs, mais pour d'autres, les forêts est en quelque sorte une supérette pour eux. Donc en Libérie, comme je viens de vous dire, plus de la moitié de la population dépend des forêts pour leur survie. Alors nous avons adopté une loi sur la gestion des forêts communautaires pour redonner les forêts aux communautés locales. Et les communautés locales ne vont pas juste les recevoir comme ça. Les communautés doivent prendre 9 mesures pour être accréditées, pour être titulaires et propriétaires des forêts communautaires. Et une fois le certificat reçu, la communauté sera intitulée à gérer les forêts communautaires. Et ils sont responsables d'établir des réglementations d'utilisation des forêts et les respecter pour bien sûr gérer les ressources. Et nous avons également développé des outils que nous avons mis à leur disposition. En décembre 2020, nous avons visité une zone qui s'appelle Salaya pour travailler ensemble, qui est située au nord du pays. Alors nous avons travaillé avec la communauté Konomo et Bipo. Vous avez ici sur le slide 3 communautés. Ici on passe à la diapositive suivante. Vous avez la 4e forêt communautaire située à nord-ouest du pays. Vous avez une photo. Donc, nous organisons régulièrement des sessions de formation et plus de 62 communautés ont bénéficié de notre formation. La formation leur permet de renforcer les capacités de gestion et de suivi des forêts. Et puis nous avons travaillé avec l'ensemble des communautés pour élaborer un plan de gestion de leur forêt. Ensuite, quelles sont les activités que nous avons menées avec ces communautés? Tout d'abord, on leur a formé aux techniques d'inventaire forestière, notamment l'énumération des arbres, la collecte, l'interprétation des données et l'intégration des connaissances forestières dans le plan de gestion. Et vous pouvez aussi voir sur les photos que nous avons, qui vous montrent les formations que nous avons menées auprès des communautés locales. En 2017 et en 2018, la FAO était venue pour renforcer nos capacités d'élaboration des IFN. Et c'était les premiers travaux de préparation, et puisque nous avons respecté toutes les méthodologies des IFN qui ont été élaborés par la FAO, et nous avons donc utilisé ces mêmes principes pour élaborer les plans de gestion. Nous avons choisi des échantillons de façon aléatoire et nous avons aussi utilisé d'autres outils.
Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a travaillé avec 4 communautés locales. Gbipo, Potupo et Sarbo sont des communautés locales majeures qui ont travaillé avec nous et c'est pour cela qu'on appelle GPS. Et avec eux, on a établi un système de gestion de forêt de 114 000 hectares. Les gens qui appartiennent à ces communautés résident aux alentours des forêts, mais ils ont réussi à garder et à protéger leur forêt. En cas de la communauté de Salaya, leur forêt s'étend sur une surface de 8200 hectares et leur objectif était de conserver la forêt. Donc, si vous regardez les données il y a des forêts qui sont légèrement endommagées, mais on peut effectivement les restaurer dans l'avenir. Quand on passe à la communauté Konobo, c'est une communauté assez intéressante où le taux de boisement est assez élevé. Et à travers leurs travaux, ils m'ont fait savoir qu'ils voulaient continuer à exercer des activités commerciales tout en conservant leur forêt, tout en conservant une surface forestière de 10 000 hectares. Donc c'était un cas très intéressant parce qu'ils avaient une biomasse de bonne qualité. Et on pouvait également travailler avec le Côte d'Ivoire. Donc, vous pouvez voir nos agents qui travaillent sur le terrain. On se rend, bien sûr, sur le site et on essaye de persuader et de convaincre les parties intéressées à travers les dialogues. Donc, le contact direct avec les habitants locaux était très importante et cette méthode a été utilisée pour les 4 communautés. Sur ce, je vais terminer ma présentation. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir participer sur place en personne, mais on dit que les forêts n'ont pas besoin de nous, mais nous, on a besoin des forêts. Sur ce, je vais terminer ma présentation. Merci. Un grand merci, Monsieur Sa David. Il était très intéressant d'entendre des efforts déployés par le Libérie. Il était également très intéressant d'entendre comment le gouvernement a pu fournir les informations précieuses. Nous passons maintenant à une autre expérience en examinant comment la FAO a collecté des données socio-économiques au fil des ans dans le cadre des initiatives IFN, en particulier les enseignements tirés des différentes méthodologies appliquées. La présentation donne un résumé d'un article à paraître prochainement sur le même sujet, écrit par Christine Holding et Rebecca Tavani. La présentation d'aujourd'hui sera donnée par Rebecca Tavani. Rebecca Tavani est co-responsable du domaine de l'inventaire forestier national au sein de l'équipe de suivi des forêts nationales. Elle a plus de 14 ans d'expérience dans la coordination d'activités mondiales liées aux systèmes nationaux de surveillance des forêts et dans la fourniture d'un soutien technique sur les IFN aux pays principalement de la région Afrique. Bonjour à tous. Et il faudra dire bon après-midi pour ceux qui se trouvent à Séoul et bonjour pour ceux qui sont à Rome. Et merci pour votre présentation.
Donc j'ai travaillé avec Christine Holding pour écrire un article scientifique. Et je remercie tous mes collègues de la FAO qui ont participé à la rédaction de cet article. Le titre de cette présentation est « Les leçons tirées des enquêtes socio-économiques nationales sur la foresterie ». Cet article sera publié ce mois-ci. Et le résumé sera disponible sur différents sites internet. Donc, nous allons d'abord voir le contexte, pourquoi on a besoin des données socio-économiques. Il y a plusieurs raisons. D'abord, il faut avoir ces données socio-économiques pour voir les moteurs de changement forestier et évaluer dans quelle mesure les individus et les communautés dépendent des forêts. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les forêts sont en effet la supermarché. On dépend énormément de ces ressources forestières. Et au moment de l'élaboration des politiques et prendre des décisions, il faut se disposer de toutes ces données et il faut aussi les avoir pour fixer des objectifs clairs de développement durable. La FAO a utilisé et a épaulé de nombreux pays partenaires pour collecter les socio-économiques. Il n'y a pas une seule méthode universelle applicable à tous. Donc, selon la situation des différents pays et selon l'intérêt et selon la volonté des différents pays, nous avons adopté différentes méthodologies et donc nous allons partager toutes ces expériences et proposer des nouvelles idées pour l'avenir. Quelle est l'approche que nous avons adoptée? Et je vous rappelle que il y a eu également plusieurs programmes et des projets. Donc vous allez trouver toutes ces informations détaillées dans l'article, mais ici, j'aimerais vous quand même préciser que les données socio-économiques ont été incluses dans les IFN. Dans le cadre d'un projet IFN, nous avons commencé à collecter des critères pour avoir des données qualitatives et nous avons mené des enquêtes auprès des foyers et depuis 2011, la FAO a convergé les différentes données dans les 5 pays et depuis 2016, et nous avons mené des enquêtes nationales socio-économiques dans les modules de foresterie. Et dans cette partie-là, nous avons utilisé des données qualitatives en combinant avec les informations démographiques. Sur cette diapositive, nous allons voir les méthodes que nous avons utilisées, les différentes stratégies d'échantillonnage. Et dans le programme FIN, nous avons eu beaucoup de réflexions pour sélectionner la méthode à utiliser. Donc, comme vous pouvez voir sur la photo, nous avons effectué des entretiens auprès des habitants locaux. Et nous avons sélectionné des échantillons pour effectuer des enquêtes démographiques. Et les approches étaient différentes d'un pays à l'autre lors de l'échantillonnage biophysique et socio-économique. Et nous avons avec nous aussi les intervenants de Bangladesh et de la Libérie. Eux, ils se sont basés sur les zones de recensement statistique standardisées. Et en cas de Bangladesh, ils ont combiné des zones de couvert forestière et l'évaluation biophysique. Mais quant à la Libéria, ils ont utilisé des modules forestiers et l'ont combiné avec les zones de recensement stratégique standardisées. Donc il y a une légère différence. L'approche d'étude
est constitué de 8 étapes. Je ne vais pas détailler toutes les étapes, mais je tiens quand même à vous préciser qu'il y avait des étapes qui correspondent à la décision de développement, les informations, les besoins, les échantillons. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pourrez lire mon article et vérifier tout ça en détail. Ensuite, je vais parler des principaux enseignements qu'on peut tirer. Ce n'est pas tout. Je vous invite vraiment à lire mon article pour avoir une vue d'ensemble. Mais commençons donc. Tout ça peut sembler assez évident, mais avant de mener une enquête, il est important de recueillir ces données avec un objectif, parce que il y a des choses que nous allons manquer si on n'a pas d'objectif qu'on a fixé avant. Et cela va également avoir des implications sur les conclusions et les résultats que nous allons tirer. Il ne suffit pas de juste retirer et recueillir les informations, il faut savoir les utiliser. Donc, il est important de fixer un objectif. Est-ce que cette enquête est menée dans le cadre d'une stratégie nationale ou est-ce que c'est mené dans le cadre d'un projectif? Donc, il faut déjà fixer un objectif parce que cet objectif va déterminer le coût, quel est le budget que nous allons avoir et comment nous allons utiliser le budget. Parce que si on n'a pas d'objectif, on risque de gaspiller de l'argent sans récolter des résultats qui sont utiles. Deuxièmement, il est important de faire impliquer des principales parties prenantes. Donc si on veut avoir des bonnes informations pour les gens qui en ont vraiment besoin, il faut faire participer les parties prenantes. Et il faut prendre des décisions sur les variantes que nous allons introduire en fonction des différentes parties, notamment les ONG, les associations, etc. Et ces parties, donc pour mieux préparer une équipe, il faudrait sélectionner les parties qui ont une compréhension globale de l'inventaire et des enquêtes socio-économiques. Il faudrait établir un ordre de priorité lors de l'enquête. Donc, je vous rappelle encore une fois que les parties prenantes vont jouer un rôle important, déterminant dans les enquêtes. Et on ne peut pas satisfaire tout le monde, ça il faut l'avouer. Quand on combine les enquêtes biophysiques et socio-économiques, c'est très difficile de le mener dans une période très courte. Il n'y a pas de cadre qui nous permet de faire cela à la perfection. Et lorsqu'on établit des inventaires forestiers nationaux, il y a un budget qui est déjà fixé. Alors il faudrait fixer un cadre et il faudra faire des compromis. Évidemment, si on n'a pas de délai à respecter ou si on n'a pas de problème avec le budget, mais on n'aura pas de problème, mais en général ce n'est pas le cas et il faudrait être prêt à faire des compromis et accepter des changements. Donc dans les enquêtes biophysiques et socio-économiques, il est préférable d'adopter une approche basée sur la population. Ça, c'est une tendance générale qu'on constate. Il faudra relier les résultats de ces enquêtes avec le processus de prise de décision. Donc les données forestières devront être... il y a de plus en plus de personnes qui essayent d'utiliser ces données forestières dans la prise de décision. Un autre aspect sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est les aspects relatifs aux gens qui font encore défaut.
Donc au début, même si on a prévu de bien respecter la répartition, l'égalité hommes-femmes dans une enquête, il est difficile, c'est vrai, quand on est en plein dedans, de respecter tout ça. Donc il faudrait déjà prévoir qu'il existe ces difficultés, et pour avoir les réactions, donc il faudrait des outils d'échantillonnage et des méthodes donc pour éviter tout problème, il faudrait bien fournir les explications détaillées pour prévenir malcompréhension par les individus d'un genre. Encore une fois, il faudrait vraiment prendre à la pincette les nuances. Et enfin, j'arrive à mes recommandations. Donc, on cherche à obtenir des données quantifiables sur les revenus, les moyens de subsistance alternatifs, les volumes et les valeurs de produits forestiers et le combustible ligneux à usage énergétique. Donc, pour avoir plus de données quantifiables, nous avons besoin de plus de budget et plus de temps. Il faudrait donc à ce moment-là aussi faire des compromis et des enquêtes socio-économiques basées sur la population doivent être bien menées. Et en se basant sur cela, nous pourrons avoir des données plus utiles et plus productives. Et lors de la collecte de données socio-économiques, la collaboration et la coopération internationale est également indispensable. Merci de votre attention. Pour résumer ma présentation, je remercie tous les pays qui ont répondu à nos sondages et nos enquêtes. Un grand merci à Madame Rebecca Tavani pour votre présentation, soulignant les leçons apprises sur les approches de la FAO en matière de collecte de données socio-économiques pour les inventaires forestiers nationaux. Nous passons maintenant à la partie finale consacrée aux articles volontaires. Ce sont des soumissions volontaires qui sont passées par un processus de sélection et nous sommes très heureux de les accueillir dans notre session. La première expérience vient de Russie. Nous accueillons Monsieur Anatoly Chubidenko pour nous parler des forêts russes et de leur contribution à la séquestration du carbone. Monsieur Chubidenko est diplômé de l'Université nationale des sciences de la vie d'Ukraine et de l'Université d'État de Kiev. Il est également professeur et actuellement chercheur scientifique à l'Institut international d'analyse des systèmes appliqués. Ses principaux intérêts comprennent l'inventaire et l'écologie des forêts boréales, les changements climatiques et la gestion durable des forêts. Il est auteur et co-auteur de plus de 500 publications. Chubidenko va prendre la parole. Bonjour. Aujourd'hui, je vais présenter un article qui était déjà publié le mois dernier. Et si vous vous y intéressez, vous pouvez me contacter pour obtenir les détails. Aujourd'hui, j'aimerais présenter les grandes lignes de cette étude. Passons à la page suivante. Durant ces 10 voire 15 dernières années, les forêts russes représentent 20% du territoire russe selon la FAO. Et cette couverture forestière est en augmentation. Il en va de même pour sa productivité. Donc, nous constatons l'augmentation des surfaces forestières.
L'augmentation du puits de carbone et de la séquestration du carbone a été observée. Pourtant, si on regarde les données fournies par différents organismes internationaux, il y a toujours des écarts. Certains rapports soulignent une augmentation 10 fois plus importante. Ces informations et ces analyses ne sont pas partagées par d'autres organismes. Je voudrais parler de la situation globale de la Russie. Il y a 3 données principales. Le premier, c'est la planification de l'inventaire forestier qui a été mené depuis très longtemps. C'est un inventaire national qui est la première base de données qui permet d'établir des stratégies nationales. Cela représente 35 voire 40% de la superficie totale. Et nous utilisons également la technique de la télédétection pour effectuer le suivi des forêts. Les données obtenues à travers la télédétection sont valorisées. Il y a quelques semaines, le dernier inventaire forestier national a été publié. Le premier a débuté en 2007 et selon les dernières données, le stock de bois est très important en Russie. 40,5 milliards de mètres cubes. Selon d'autres rapports, ces chiffres sont très différents. Les écarts et les intervalles de confiance sont considérables. Je crois que vous connaissez déjà toutes ces informations. La télédétection nécessite différents outils et technologies de qualité. Donc, nous avons utilisé différentes méthodologies pour mesurer la quantité de séquestration de forêt. Il y avait des détecteurs multispectrales, des capteurs multispectrales a été utilisé pour collecter les données et pour évaluer le dernier stock de bois. Et nous avons constaté un nouveau stock de bois sur pied qui a été 37% plus élevé que la dernière publication officielle en 2016. Nous avons constaté une augmentation de 39%. Et le stock de la biomasse est également en hausse. En 2017 et en 2018, les puits de carbone ont été estimés à 600 tonnes de carbone. Cette estimation a été effectuée dans les années 90, mais nous avons constaté une hausse considérable. Plusieurs évaluations ont été effectuées malgré les écarts importants et les éléments incertains. Cette erreur a montré une différence de 25 à 28%. La quantité du stock de bois sur pied varie selon les régions. Nous avons donc
étudié les causes de cet écart. Les forêts russes représentent une productivité qui est très sensible aux conditions climatiques comme à l'humidité. De plus, certaines régions affichent un taux d'humidité relativement acceptable. Et nous avons donc constaté un couvert forestier assez élevé dans cette région. Le stock de bois sur pied en Russie est en constante augmentation. Et l'année dernière, nous avons mesuré plusieurs progrès. En 2021, plusieurs puits de carbone dans la forêt ont été évalués et des méthodologies de comptabilisation des stocks de carbone n'ont pas été suffisamment utilisés. Plusieurs projets de grande ampleur ont été lancés en Russie, comme l'Observatoire spatial qui a permis de suivre l'évolution de la quantité de la séquestration de carbone. Cet observatoire spatial a fourni des informations très intéressantes. Donc, nous essayons d'utiliser les données maximum possible. Pour évaluer les perturbations des forêts, nous utilisons les données collectées sur le terrain. Il y a un écart de 10 milliards. Les méthodologies présentent certaines limites et cet écart s'explique également par les conditions météorologiques défavorables. Je vais donc essayer de terminer en 1 minute. Vous m'avez accordé 8 minutes. Donc, il me reste encore quelques lignes à vous présenter. La situation de la Russie. Donc, regardons la dernière page. Plusieurs changements sont observés et le monde change à grande vitesse, y compris dans le secteur forestier. Beaucoup de technologies de télédétection ont été développées. Le niveau de technologie augmente d'année en année. Dans ce contexte, il faut utiliser activement ces technologies avancées afin d'améliorer la qualité de l'analyse et de l'évaluation pour lutter contre le déboisement et la déforestation. Je crois que la télédétection peut aider à lutter contre les maladies qui détruisent les forêts. Et grâce à la télédétection, nous avons constaté l'écart par rapport aux données collectées sur le terrain.
Il faut bien sûr une volonté politique et il faut augmenter le niveau de compréhension des décideurs politiques. Les forêts peuvent nous aider à lutter contre le changement climatique. Et les forêts sont très importantes pour notre civilisation humaine. Désolé, monsieur le modérateur. Merci beaucoup, monsieur Chvilenko, pour avoir nous parlé de l'inventaire forestier de la Russie avec l'application de nouvelles technologies. Maintenant, le deuxième article volontaire qui met en lumière l'expérience d'inventaire forestier en Côte d'Ivoire. Nous allons avoir deux orateurs avec nous. Le premier orateur sera Gilnet Mouineau et le deuxième orateur sera Nien Albert Yves Lasne. Lasne va assurer la présentation en français. Je serai très brève. Donc j'invite monsieur Lasne à la scène. Il a travaillé pendant plus de 20 ans dans la biodiversité des forêts tropicales. Alors, vous avez la parole. L'exemple de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est située en Afrique de l'Ouest. Elle a une superficie de 322 000 km², un peu plus, pour une population de 28 millions d'habitants, soit 87 habitants au km². Au niveau agriculture, c'est le premier producteur mondial de cacao, noix de cajou et noix de cocola. C'est également le premier producteur africain d'EVA et d'huile de palme et le troisième producteur africain de café. Alors, ce développement rapide de ces productions a bien sûr engendré une déforestation et un appauvrissement de sa forêt. De 16 millions d'hectares dans les années 60, nous sommes passés à moins de 3 millions d'hectares dans les années 2022. Un autre phénomène, le phénomène du braconnage, a exercé également une forte pression sur la faune et sur l'habitat de cette faune. La croissance démographique liée à l'immigration, à l'urbanisation, a accentué ces deux phénomènes. C'est donc dans ce contexte vraiment dégradé que la Côte d'Ivoire a envisagé de produire des connaissances actualisées de ses ressources forestières et la pression anthropique qui s'y exerce. D'où cet inventaire forestier, faunique, avec une composante socio-économique qui s'est déroulée du 1er janvier 2019 au 20 juin 2021, a été donc initiée, elle a été exercée, elle a été faite par le concours, avec le concours de l'AFD, l'Agence française de développement, au niveau financier. Et l'Office national de forêt de France a donc exécuté cet inventaire, appuyé par des structures ivoiriennes spécialisées. C'est donc cet inventaire qui vous sera présenté maintenant. Merci bien. Okay. Just a word on the methodology before going. Alors, vous avez la méthodologie de l'inventaire forestier utilisée pour l'IFFN de la Côte d'Ivoire. Nous avons eu le soutien de ONF. Nous avons utilisé leur technologie et leur soutien. Vous avez 3 niveaux de densité élevés. Donc, c'est les régions qui ne sont pas inclus dans le moyen et inférieur. Nous avons choisi 1417 placettes d'inventaire et nous avons exclu les zones qui ne contiennent pas de ressources forestières. Et cette situation peut bien sûr évoluer avec le temps. Chaque placette compte 4 points et qui couvre 2 hectares.
Et j'aimerais partager quelques résultats avec vous que vous voyez sur l'écran. Vous avez quelques chiffres. Quand on regarde le couvert forestier dans les zones protégées, cela représente un tiers, seulement un tiers de la surface totale. Dans des forêts classifiées, dont l'utilisation pour le bois commercial est interdite, mais le taux de couverture, le taux de couvert forestier n'était que 13%. Alors vous voyez que le déclin continue en matière de la zone forestière. Et nous avons également effectué une enquête pour voir le nombre des arbres. Donc les cercles verts que vous voyez sur la carte se situent dans les parcs nationaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, à part les parcs nationaux, il n'y a pas de bois qu'on peut utiliser pour les activités commerciales. Mais dans ces parcs nationales, l'utilisation et la découpe des bois est interdite pour des raisons commerciales. Donc on a pu préserver quelques zones, seulement quelques zones. Selon le IFN, nous avons également pu faire un inventaire des faunes et des fleurs. Il y a eu 72 210 observations. Vous avez des bœufs sauvages, des éléphants. Donc, ce sont des espèces qu'on peut voir très souvent, très couramment dans les parcs nationaux. Et la plupart de ces animaux habitaient dans les parcs nationaux. Donc, il y avait très peu pas beaucoup d'animaux, mais ils habitaient principalement dans les zones protégées. Donc on pourrait utiliser cet inventaire, ces données. Les points rouges que vous voyez sont des endroits où on a pu observer des éléphants. Nous avons développé une application de modélisation dont, si vous êtes intéressé, je pourrais vous le montrer après la présentation. Nous avons utilisé ce programme, cet outil, pour mener des analyses. Et nous avons aussi évalué la qualité des habitats pour les éléphants. Et on a comparé ces données avec la couverture forestière pour voir si ces zones étaient adaptées comme habitat des éléphants. Et lors de IFAN, nous avons également inclus l'enquête socio-économique, qui est un facteur et un élément très important parce qu'il y a une haute dépendance entre la forêt et les activités humaines. Et d'autant plus que nous avons de plus en plus d'activités agricoles. Je pense notamment à la plantation des cacao, etc. Et les femmes dépendent aussi des forêts pour gagner de l'argent. Donc l'évolution démographique a des impacts sur les forêts, donc il faut avoir ces données démographiques et socio-économiques. Donc c'était un inventaire très compliqué et très compréhensif qui comprend à la fois des données forestières, des données sur le bois, des espèces animales, les faunes et la flore. Donc on a pu
On a conçu l'enquête de façon à ce qu'on puisse avoir un aperçu général sur l'utilisation des bois, de la diversité biologique. Qui va faire donc un inventaire en continu. C'est un outil d'anticipation et d'alerte. Et cet outil répond à une stratégie de préservation et de réhabilitation d'extension des forêts, qui était une stratégie qui a été mise en place par le gouvernement ivoirien, qui vise à porter la couverture forestière nationale à 20% en 2045. Et cette stratégie tourne autour de trois grands axes. Un, l'amélioration de la gouvernance forestière, le renforcement de la protection des massifs résiduels, leur extension et leur gestion durable, et enfin la reconstruction des zones forestières dégradées. Et pour garantir ce couvert forestier de 20% du territoire qui correspond environ à 6 405 000 hectares, il faudra donc stopper la déforestation. Ensuite, reconquérir environ 700 hectares par le reboisement, l'agroforesterie, la mise en défense et la foresterie urbaine, etc. La mise en œuvre de cette stratégie nécessite un budget assez conséquent, environ 1 milliard de dollars. Et la Côte d'Ivoire compte faire appel à l'aide de ses partenaires techniques et financiers, et également à la finance carbone pour pouvoir réussir ce programme. Et donc, c'est dit que tous les investisseurs sont les bienvenus en Côte d'Ivoire pour nous aider à mener à bien ce programme de reconstruction de la forêt. Merci bien. Merci beaucoup. Chers collègues, je tiens à vous remercier d'avoir été parmi nous aujourd'hui. En tant que modérateur, je voudrais vous présenter mes excuses de ne pas être capable de gérer bien le calendrier et le programme d'aujourd'hui. Les présentations prévues pour aujourd'hui ont été tous partagées, mais malheureusement, faute de temps, nous pouvons seulement accepter une seule question. Bonjour, j'étudie la gestion forestière à l'université. J'ai deux questions à vous poser. À travers vos présentations, j'ai pu trouver plein de sources d'inspiration. Et ma première question est la suivante. Il y a des rapports publiés par la FAO et des rapports publiés par d'autres organismes. Il y a des écarts. Comment peut-on expliquer cet écart? Cet écart est dû à la différente méthodologie déployée ou cet écart reste dans les intervalles de confiance? Ma deuxième question est la suivante. Il y a plusieurs organismes différents qui fournissent des données différentes. Dans ce cas, les décideurs politiques doivent choisir quel type de données et à quel organisme peut-on faire confiance. Pourriez-vous répondre à ces questions? Il est difficile d'être bref pour vous répondre. Je pense que je dois organiser 2 jours de conférence. Quand vous êtes étudiante, les données, il faut les observer avec du recul. Bien sûr, on peut faire confiance à une croyance, mais en tant que scientifique et chercheur, il faut comprendre et interpréter les données et également examiner les méthodologies employées. C'est-à-dire, toutes les connaissances de base sont nécessaires pour une meilleure compréhension des données avant de décider de les employer ou pas. Donc, ne faites pas confiance aveuglément aux données. Il faut analyser étape par étape. Ensuite, chaque gouvernement établit leur politique en tenant compte des données fournies par la FAO et d'autres organismes. Donc, je vais répondre ainsi. Merci beaucoup. Comme il n'y a pas beaucoup de temps, je vais terminer cette session ainsi. Je vous souhaite à vous tous une très bonne santé et une excellente fin de semaine.